Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode dans lequel, après Urban Comics, on va parler des nouveautés à paraître en février 2025 chez Panini Comics. Comme le mois dernier, on va commencer par l'event Marvel de ce début d'année, Blood Hunt, où les vampires continuent de semer le chaos partout sur un monde plongé dans une nuit perpétuelle. Pour davantage de détails sur le pourquoi du comment, je vous renvoie à la vidéo du mois dernier. On trouvera dans le deuxième numéro de Blood Hunt plusieurs titres qui figuraient déjà dans le numéro précédent, la mini principale Blood Hunt évidemment, Doctor Strange, Dracula Blood Hunt et Strange Academy Blood Hunt, et puis deux autres titres font leur apparition au sommaire, Black Panther Blood Hunt par Cheryl Lynn Eaton et Farid Karami, un titre dans lequel se poursuit une intrigue relativement importante dans le plan d'ensemble, et puis Miles Morales Spider-Man par Cody Ziglar et Brent Peoples, où là c'est plutôt l'inverse, c'est Blood Hunt qui va avoir un impact majeur sur le personnage et sa série. Et je rappelle que, comme pour le premier numéro, la version collector à 25€ est vendue avec un fascicule contenant la version Red Band de la mini-série principale. Les événements de Blood Hunt ne se limitent pas à ce seul titre, ils débordent sur Marvel Comics numéro 14, dans lequel on trouvera les deux premiers numéros d'Amazing Spider-Man Blood Hunt par Justina Ireland et Marcello Ferreira, une histoire parfaitement anecdotique et très médiocre qui met en scène Morbius, et on y trouvera également Avengers numéro 15 par Jed MacKay et CF Villa, où Captain America et ses Avengers réservistes affrontent le Baron Blood à bord d'un héliporteur rempli de vampires jusqu'à la gueule. Le reste du sommaire est composé des séries habituelles, Spider-Boy numéro 9 par Dan Slott et Nathan Stockman, le 8e et dernier numéro de Superior Spider-Man par Dan Slott et Mark Bagley, Invincible Iron Man 19 par Jerry Duggan et Andrea Di Vito, et Immortal Thor 12 par Al Ewing et Valentina Pinti. Dernier titre fortement impacté par Blood Hunt, le deuxième et dernier tome de Vengeance of the Moon Knight de Jed MacKay et Alessandro Cappuccio. Une série qui continue de traiter des conséquences de la mort de Moon Knight et qui, à peine terminée, a cédé la place à un nouveau titre intitulé Moon Knight Fist of Khonshu, toujours réalisé par la même équipe. Passons aux X-Men avec les numéros 3 et 4 de la revue qui leur est consacrée. De nouvelles séries débutent ce mois-ci, à commencer par Exceptional X-Men par Eve Ewing et Carmen Carnero, une série qui donne la vedette à Kitty Pryde, et je dois dire que ce premier numéro est assez enthousiasmant. Le portrait que fait Eve Ewing de son héroïne est très réussi, et la prestation de Carmen Carnero est comme toujours très agréable. Début également de la nouvelle série consacrée à Wolverine par Saladin Ahmed et Martin Coccolo. Des débuts sans grande surprise mais pas désagréables, notamment grâce aux planches de Coccolo et à un récit où l'action prime. Début enfin de Dazzler de Jason Lou et Rafael Loureiro. Et là, par contre, le résultat est carrément embarrassant. Disons que la série semble s'adresser à des lectrices de 10-12 ans et que sa présence dans ces pages aux côtés des autres titres mutants ne se justifie vraiment pas. Pour le reste, on retrouve donc les mêmes séries que le mois dernier. Je suis plutôt agréablement surpris par les X-Men de Jed MacKay. Le côté une histoire par épisode fonctionne bien jusque-là, et ça n'empêche évidemment pas MacKay de développer en arrière-plan une histoire plus large et complexe. En revanche, j'ai pas du tout accroché au numéro 2 et 3 d'Uncanny X-Men de Gail Simone et David Marquez. La manière qu'a la scénariste d'écrire les jeunes mutants qu'elle met en scène ne me convainc pas du tout, et le reste du casting est à peine mieux traité. Pour le reste, à part X-Factor qui passe toujours pas, ça se lit sans déplaisir, mais sans grand enthousiasme non plus. On passe à la pochette surprise du mois, Ultimate Universe numéro 3. Panini nous refait le même coup que pour le numéro 1, un album vendu sous blister, orné d'une couverture plus ou moins rare. Sans commentaire. Parlons plutôt du contenu. Ultimate Spider-Man par Jonathan Hickman, David Messina et Marco Checchetto reste le titre le plus intéressant, même s'il progresse toujours aussi lentement. Le premier épisode se focalise sur Harry Osborn, le second sur la famille Parker. A l'inverse, Ultimate de Dennis Kemp et Juan Frigueri jouent à fond la carte de l'action. Le deuxième épisode est une longue séquence de baston assez efficace dans le genre. Le revers de la médaille, c'est que les personnages n'ont pas beaucoup de place pour exister. Du côté d'Ultimate Black Panther, Brian Hill adopte une construction de son récit similaire à celle de Hickman sur Spider-Man. Il place ses pions les uns après les autres, son intrigue se déploie lentement, ce qui demande au lecteur une certaine patience, mais les planches de Stefano Caselli sont toujours aussi belles. Quant à Ultimate X-Men de Peach Momoko, j'en suis arrivé à un point où je ne comprends même plus ce que je lis.
je suis obligé de lire le résumé de l'épisode suivant pour comprendre ce que je viens de lire dans l'épisode précédent. Autant dire que la lecture de ce titre est devenue une véritable corvée. Dernier titre à paraître en 100% Marvel en février, Get Fury de Garth Ennis et Jason Burrows. Une histoire qui se déroule en 1971 pendant la guerre du Vietnam et qui met en scène Nick Fury, prisonnier des Viet Cong, et Frank Castle, le futur Punisher, à qui l'on confie la mission d'éliminer Fury avant qu'il puisse révéler tout ce qu'il sait à ses geôliers. Première précision concernant ce titre, il est paru aux États-Unis sous le label Marvel Max, la ligne adulte de Marvel Comics, qui ces dernières années n'a plus été utilisée que sporadiquement, notamment pour quelques titres signés Garth Ennis comme Punisher Soviet en 2019. Autre précision importante, cette histoire fait suite à la série Fury de 2012, et en particulier au troisième arc de cette série, signé Garth Ennis et Goran Parlov, qui mettait en scène la première rencontre entre Nick Fury et Frank Castle. Des épisodes parus en France en 2013 dans le deuxième et dernier tome de la série Fury, publié dans la collection Panini Max. Bon, il n'est pas totalement indispensable d'avoir lu les épisodes en question avant de lire ce titre, mais quand même, il éclaire nettement le contexte dans lequel se déroule cette histoire, et surtout les manœuvres auxquelles se livrent les agents de la CIA qui ne veulent pas voir Nick Fury revenir vivant. Quoi qu'il en soit, c'est du bon Garth Ennis, évidemment très brutal dans sa description des horreurs de la guerre, et c'est toujours un plaisir de le revoir mettre en scène Frank Castle. Quant à Jason Burrows, habitué à travailler avec Ennis, sa prestation est au diapason. En Marvel Must-Have, 2 nouveaux titres ce mois-ci, commençons par le Hulk rouge de Jeff Lobb et Ed McGuinness, qui réunit les premiers épisodes de la série de 2008, et qui met donc en scène un nouveau Hulk, qui n'est pas vert, qui n'est pas Bruce Banner non plus, et qui n'est définitivement pas gentil. La principale question qui se pose dans ces épisodes étant de savoir qui est ce nouveau Hulk, et la réponse n'y figurant évidemment pas, ça retire le principal intérêt de ce récit. Reste la prestation toujours aussi dynamique d'Ed McGuinness au dessin pour principale qualité à ce récit. L'autre must-have du mois, c'est All New Captain America, le réveil de l'Hydra, par Rick Remender et Stuart Immonen, qui met en scène les premiers pas de Sam Wilson dans l'uniforme de Captain America. C'est un récit qui fonctionne à l'adrénaline pure, qui réunit une bonne demi-douzaine des adversaires historiques de Captain America, et qui est évidemment magnifié par les planches de Stuart Immonen. Sur ces différentes qualités, ce récit peut s'apprécier à plein sans qu'on ait besoin de lire ce qui a précédé ou suivi. Reste un point à aborder concernant ces must-have, leur prix, 20,99€ pour 152 pages pour le Captain America et 176 pages pour le Red Hulk, soit 2€ de plus que le Tournoi des Champions sorti le mois dernier pour une pagination identique à celle du Red Hulk. Sauf erreur de ma part, Panini n'a pas communiqué sur ce point. Puisqu'on parlait de Captain America, restons sur ce personnage puisque plusieurs titres qui lui sont consacrés sont annoncés pour le même jour. On a tout d'abord l'anthologie « Nous sommes Captain America », consacrée aux autres personnes que Steve Rogers qui ont porté cet uniforme. On suivra ainsi le tout premier homme à avoir adopté l'identité de Captain America pendant la guerre d'indépendance, dans Captain America Sentinel of Liberty numéro 6 et 7. Captain America numéro 333 de 1987, dans lequel John Walker succède à Steve Rogers. Fallen Son, The Death of Captain America numéro 3 de 2007, un épisode signé Jeff Lobb et John Romita Jr. qui voit Hawkeye s'essayer au lancer de bouclier. Captain America 34 de 2008, dans lequel Ed Brubaker et Steve Epting confient l'uniforme à Bucky Barnes. Captain America 615.1 de 2011, dans lequel un amateur tente de prendre la relève. Captain America 25 de 2014, le dernier numéro de la série de Rick Remender, dessiné par Carlos Pacheco. On retrouvera également Sam Wilson dans Captain America Sam Wilson numéro 7 de 2016 et dans le one-shot Generations de 2017. On croisera le chemin de différents personnages inspirés par le héros dans les backup stories de la mini-série United States of Captain America de 2021, sans oublier l'épisode 4 de Truth, Red, White and Black de 2003, sur lequel je reviendrai dans quelques instants. Enfin, on suivra les aventures de Steve Rogers lorsqu'il a, pour la première fois, renoncé à porter l'uniforme de Captain America pour adopter la nouvelle identité de Nomade dans Captain America numéro 181 de 1975. Puisque je l'ai évoqué à l'instant, parlons-en tout de suite. Panini publie enfin en France la mini-série Truth, Red, White and Black de Robert Morales et Kyle Baker sous le titre Captain America, la vérité. Une série dont il aura fallu attendre la traduction plus de 20 ans puisqu'elle date de 2003.
C'est pourtant une histoire assez formidable qui raconte les premiers essais de l'armée américaine dans la fabrication de son sérum du super soldat, des expérimentations au cours desquelles ils ont utilisé des cobayes afro-américains. Le scénario de Robert Morales est assez remarquable, et la prestation du trop rare Kyle Baker, même si j'imagine qu'elle sera pas au goût de tout le monde, est, en ce qui me concerne, une merveille. En outre, Panini a le bon goût de publier ce titre en très grand format, et rien que pour ça, c'est pour moi l'incontournable du mois. On en reparlera plus longuement quand ce sera sorti. Toujours le même jour, Panini publie 2 intégrales consacrées à Captain America. La première concerne l'année 1942 et réunit les numéros 17 à 20 parus à l'époque, écrits par Stan Lee et dessinés par Don Rico, Al Avison ou Jimmy Thompson. A noter que les récits qui figurent dans ces intégrales ne concernent pas uniquement Captain America, mais qu'on y trouve aussi d'autres récits mettant en scène Submariner, Human Torch ou le totalement oublié aujourd'hui Fighting Yank. C'est déjà le 5e tome de cette intégrale, et je suis content de voir qu'il y a suffisamment de lecteurs français pour que Panini puisse continuer de la publier. Vraisemblablement, le prochain tome devrait être le dernier, puisque c'est là que se sont arrêtés aux États-Unis les Marvel Masterworks Golden Age Captain America qui ont servi de modèle à cette édition. L'autre intégrale Captain America est consacrée aux années 1981-1982, avec au sommaire les épisodes 261 à 269, plus l'annual numéro 5 et Defenders numéro 106, qui est la suite d'un récit entamé dans Captain America 268. Les scénarios sont signés pour la plupart J.M. de Mathéis, et malgré quelques idées intéressantes, comme l'arrivée d'un nouveau nomade dans les premiers numéros, ou le personnage baptisé Everyman, un vilain costumé qui conteste la vision idéaliste de l'Amérique que défend Captain America, le reste n'a pas franchement bien vieilli. Au dessin, Mike Zeck s'installe comme le nouvel artiste de la série et réalise une chouette prestation, très dynamique, même si la qualité de ses planches varie beaucoup en fonction de son encreur. Il faut attendre l'arrivée à ce poste de John Beatty au numéro 265 pour atteindre une certaine régularité. Dernier titre consacré à Captain America en février, le 3e omnibus de la période écrite par Ed Brubaker, un volume assez fin, 560 pages seulement, qui réunit les derniers épisodes de la série de 2005 et l'intégralité de la mini-série Reborn, dessinée par Brian Hitch et Butch Guice. On a ici la conclusion de toute la première partie du travail d'Ed Brubaker sur le personnage, mais il n'en est évidemment pas resté là, la suite au prochain volume. Puisqu'on a commencé avec les omnibus, continuons avec la sortie d'un titre qu'un certain nombre de vieux fans attendaient depuis un bon moment, le premier volume de Rome de Bill Mantlo et Sal Buscema. Rome, c'est une série qui a été publiée en France dans Strange au début des années 80, l'histoire d'un extraterrestre en armure qui débarque sur Terre pour y affronter ses ennemis jurés, les spectres noirs, des aliens qui peuvent changer de forme, à l'instar des Skrulls, et qui ont donc infiltré la société humaine. Et évidemment, à chaque fois que Rome s'en prend un spectre noir sous sa forme humaine, tout le monde le prend pour un tueur et il devient très vite l'ennemi public numéro 1. Voilà en très gros pour l'histoire, même si tout ça va s'affiner au fil des épisodes. Rome, à la base, c'est un jouet commercialisé par Hasbro, dont Marvel avait acheté les droits à l'époque, et puis, quand ils n'ont plus renouvelé la licence, forcément, le titre n'a pas pu être réédité. Jusqu'en 2023, quand Marvel a repris la licence et entamé la réédition de l'intégralité de la série en 3 omnibus, dont le premier arrive désormais en France. Pour plus de détails, je vous renvoie à la vidéo que j'avais consacrée à Rome au moment de l'annonce de son retour chez Marvel. L'intérêt premier de cette édition, c'est que la première publication française dans Strange avait été lourdement retouchée et qu'on va enfin pouvoir lire la série dans une version non censurée. Côté scénario, Bill Mantlo a pu librement développer la série qui le plus souvent se tient assez éloigné du reste de l'univers Marvel, même si le chemin de Rome croisera de temps à autre celui d'autres héros Marvel. Dans ce premier volume, on verra par exemple Power Man, Iron Fist ou les X-Men. Côté dessin, c'est du Sal Buscema, le plus souvent ancré par Joe Sinnott. C'est très efficace, mais c'est très old school. Graphiquement, ça deviendra plus intéressant à partir du prochain volume, quand les planches de Buscema seront ancrées par le duo Ian Akin et Brian Garvey. Bon, on aura très certainement l'occasion d'en reparler, parce que c'est une série qui, à mon avis, ne s'adresse pas qu'aux seuls nostalgiques de cette période. C'est un vrai bon titre qui a su développer tout un univers assez cohérent et intéressant, avec au centre une des figures les plus tragiques de l'univers Marvel. Dernier omnibus au programme de février, le premier tome du Punisher de Garth Ennis, avec au sommaire le one-shot Punisher Kills de Marvel Universe de 1995, dessiné par Doug Braithwaite, un what-if dans lequel, tout est dans le titre.
La maxi-série de 2000 dessinée par Steve Dillon, que Panini a déjà publié sous à peu près toutes les formes possibles et imaginables, et l'intégralité de la série Marvel Knights de 2001, à l'exception des numéros 8 à 12 qu'Ennis n'a pas écrit. Au dessin, on retrouvera là encore Steve Dillon, mais aussi Darick Robertson, Tom Mandrake, Cam Kennedy ou John McCrea. C'est trash, c'est fun, c'est violent, c'est grossier, et c'est une lecture fortement conseillée. Du format omnibus, passons sans transition à la collection Marvel Poche, avec une nouvelle livraison de qualité et diversifiée. Dans les titres qui se poursuivent, on trouvera le tome 6 d'Ultimate Spider-Man, toujours par Brian Michael Bendis et Mark Bagley, avec les numéros 60 à 71. Le tome 5 de The Boys, avec les numéros 48 à 59 par Garth Ennis, Russ Brown et John McCrea, plus la mini Butcher Baker Candlestick Maker, dessinée par Darick Robertson, et le tome 3 de Civil War, un tome presque intégralement consacré à Wolverine, puisqu'on y trouvera les épisodes 42 à 48 par Mark Guggenheim et Humberto Ramos, mais on aura également au sommaire les one-shots Civil War Choosing Side, qui réunit différents courts récits, et Civil War The Return de Paul Jenkins et Tom Rainey, qui marquait à l'époque le retour d'un héros disparu depuis un quart de siècle. Du côté des nouveautés dans la collection, on aura le premier tome de Kick-Ass de Mark Millar et John Romita Jr., avec au sommaire la première mini-série consacrée au personnage de Dave Lisewski et à ses premiers pas en tant que super-héros. Le premier tome de Spider-Man par J. Michael Straczynski, là aussi c'est illustré par John Romita Jr., avec les numéros 30 à 39 d'Amazing Spider-Man parus en 2001-2002, y compris donc l'épisode consacré au 11 septembre. Et enfin, le premier tome de Daredevil par Frank Miller, qui réunira les numéros 158 à 172, des épisodes qui sont pour la majeure partie d'entre eux scénarisés par Roger McKenzie, jusqu'à ce que Miller prenne son poste à partir du numéro 168, toujours assisté de Klaus Johnson à l'ancrage. De mon point de vue, je trouve que c'est vraiment une très bonne sélection, même si, à titre personnel, je suis pas du tout fan de Kick-Ass. N'empêche qu'avec ces 6 titres, tout le monde devrait pouvoir y trouver son compte, et c'est bien là le principal. Du côté des intégrales, outre les 2 Captain America dont j'ai déjà parlé, ressorti de l'intégrale 1983 d'Amazing Spider-Man, dont la plupart des épisodes sont signés Roger Stern et John Romita Jr., une très bonne période, notamment avec l'entrée en scène du Super Bouffon, qui va très vite s'avérer être un digne successeur au Bouffon Vert, mais aussi le retour dans la série de Mary Jane Watson, qu'on n'avait plus revu depuis 4 ans. Sortie également de la 2e intégrale consacrée à Howard the Duck, signée Steve Gerber et Gene Colan, du moins pour les épisodes 15 à 27, Gerber étant ensuite évincé par Marvel en raison de ses retards chroniques sur la série. La série ne survivra d'ailleurs pas longtemps à son départ et s'arrêtera au numéro 31. Quoi qu'il en soit, tous ces épisodes n'avaient jamais été publiés en France. Il semblerait que le premier volume de cette intégrale se soit très bien vendu, ce qui me semble être une excellente nouvelle. Howard the Duck est vraiment une œuvre singulière au sein de l'univers Marvel, qui jouait avec les codes du genre et qui se voulait en prise directe sur son époque, et c'est vraiment un des titres Marvel des années 70 qui mérite encore aujourd'hui d'être lu. J'ignore si on aura droit à un 3e volume, il reste encore à publier au moins les 9 numéros du magazine noir et blanc Howard the Duck, paru entre 1979 et 1981, des épisodes que Marvel avait réédités en trade paperback en 2016-2017. En Marvel Deluxe, sorti du 6e et dernier tome d'Amazing Spider-Man par Dan Slott, c'est la fin d'une longue période que le scénariste aura passée sur cette série, une période qui aura connu des hauts et des bas, mais il me semble que Slott parvient à boucler sa série sur un haut, avec l'affrontement final opposant Spider-Man à Norman Osborn. Et il est en outre très bien aidé par Stuart Immonen, qui assure ici l'essentiel de la partie graphique. Sorti également du 2e tome des X-Men de Jerry Duggan, période Krakoa, accompagné au dessin de C.M. Villa, Joshua Cassara ou Stefano Caselli. Une série qui joue davantage la carte de l'action que les autres titres X-Men de cette période, X-Men Red et Immortal X-Men, et qui à ce titre peut peut-être davantage s'apprécier sans qu'on ait besoin de lire les autres séries mutantes de l'époque. Et puis, sorti également dans cette collection d'un titre inédit, Strange de Jed MacKay et Marcello Ferreira. C'est une série qui traîne dans les cartons de Panini depuis un moment déjà, et qui fait suite à l'album La mort de Doctor Strange, que Panini a publié il y a presque 3 ans. C'est pas un titre dont j'attendais grand chose, j'avais fait l'impasse au moment de sa sortie, or il s'avère qu'il s'agit d'une très bonne surprise. La série met en scène Cléa, la désormais veuve du Docteur Strange, qui devient la nouvelle sorcière suprême, et dont le premier objectif va être de ramener son époux à la vie, sauf que rien ne va se passer comme prévu.
Jed MacKay s'initie un récit assez inattendu, qui maintient une belle cohérence et une belle qualité tout au long de ses 10 épisodes, assez riche en action et qui offre à intervalles réguliers quelques jolies surprises. On aura attendu un peu longtemps pour lire ces épisodes en France, mais au bout du compte, ça valait le coup. Pour les jeunes lecteurs sortis de Spider-Man Chaos Cosmic de Mike Mayhack. C'est le 3e graphic novel réalisé par Mayhack que Panini publie, et il est presque aussi réussi que les précédents. Ici, Spider-Man voyage à travers la galaxie, toujours accompagné de Marc le Pigeon. Il y rencontre quelques puissances cosmiques telles que Galactus ou Ego, la planète vivante, et il se trouve doté de pouvoirs qui font de lui l'un des êtres les plus puissants de l'univers. C'est gentiment zinzin, les dessins de Mike Mayhack sont toujours aussi choupis, ça peut s'offrir à un môme dès 8 ans, mais en vrai, si vous le prenez pour vous, promis, on vous dénoncera pas. Sorti également de Giant Size Little Marvel, une série de 3 histoires courtes mettant en scène les versions minus des principaux héros Marvel, signé Scotty Young et Dax Gordon. Là encore, ça se lit très agréablement à tous les âges. Panini annonce également pour la fin du mois la sortie des tomes 5 de Marvel Adventures Spider-Man et Marvel Adventures Avengers. En revanche, au moment où j'enregistre cette vidéo, je n'ai ni sommaire ni couverture. Terminons comme toujours avec les sorties Star Wars du mois, à savoir le tome 3 sur 4 de Bounty Hunters and Inquisitors, avec la fin de la mini-série Jango Fett, Defense Sax et Luke Ross, Darth Vader 47 et 48 par Greg Pak et Raffaele Ienco, Star Wars 48 par Charles Soule et Jeffro Morales, et Inquisitors numéro 2 par Rodney Barnes et Ramon Rosanas. Sorti également du tome 9 de Dark Vador, qui reprend les épisodes 42 à 47 de la série, ainsi que le one-shot Revelations. Là, a priori, il devrait juste s'agir du récit consacré à Vador et signé Greg Pak et Salvador Larroca, à vérifier quand ce sera disponible. Sorti enfin en Star Wars Epic Collection du 4e et dernier tome de la Guerre des Clones, qui conclut la publication de la série Star Wars publiée aux États-Unis par Dark Horse à partir de 1998, accompagnée de la mini-série Revenge of the Sith et de quelques one-shots. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous très vite pour la suite, à savoir les nouveautés à apparaître chez les autres éditeurs français. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram et avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos. Et vous pouvez surtout lire des comics. Soyez sages et à bientôt.